Bonjour à tous, j'espère que tout le monde peut bien m'entendre. On va démarrer donc la conférence donc sur l'impact de l'EPRD médico-social sur la préparation budgétaire. Hein, donc ce que donc d'abord je vais commencer peut-être par me présenter. Donc je suis donc responsable de la société d'IRIPS. Nous sommes spécialisés donc sur l'édition de logiciels pour le secteur sanitaire, social et médico-social. Et notamment, nous proposons des solutions de gestion budgétaire. Ce qui nous a amené à mettre en œuvre ce webinaire, hein, ces mini-conférences Internet, c'est tout simplement dans les rencontres avec nos clients, les besoins de préparation au changement pour prendre en compte le PRD, hein, qui représente de notre point de vue un changement de fond pour les structures médico-sociales. En termes de démarche, ce que je vous propose, c'est de vous présenter tout d'abord brièvement donc le contexte réglementaire, de voir qui est concerné par ces changements, de voir ensuite l'impact sur le calendrier et les cycles budgétaires, pour enfin parcourir les cadres Excel, puis conclure sur les principaux changements qu'on a pu identifier. Donc, je vais présenter donc cette partie-là pendant à peu près une demi-heure, hein, donc jusqu'à midi et quart. Et après, si vous voulez, vous pourrez poser. Il y a une petite zone de chat qui vous permet éventuellement de poser des questions, hein, si vous le souhaitez. Voilà. Donc le contexte réglementaire. Donc il y a plusieurs décrets. Un décret donc qui modifie les principes de tarification des forfaits global de soins et dépendance, donc qui s'adresse plus particulièrement aux EHPAD. Ensuite, donc il y a ensuite le décret du 21 décembre qui lui va préciser les principales dispositions financières liées à l'EPRD. La transmission électronique est prévue par par un arrêté dédié. Et enfin, il y a un document qui décrit l'ensemble des modèles, pour l'instant des EPRD et des RIA, hein, donc dans l'arrêté du 27 décembre. Pour les établissements publics, des documents particuliers sont prévus, avec également une instruction ministérielle qui décrit le contexte spécifique. Alors, ça, ce sont les textes qui sont sortis au mois de décembre et qui concernent spécifiquement les EPRD. J'ai relevé également un texte important qui est plutôt lié au CEPOM, donc l'arrêté du 3 mars 2017, qui détermine le contenu du cahier des charges des CEPOM qui vont être liés à l'EPRD. Alors, qui est concerné? Donc, dès 2017, l'ensemble des EHPAD, donc pour la partie l'ensemble des EHPAD. Sur le secteur personnes handicapées, ça va dépendre de la date de signature de CEPOM. Donc, s'il n'y a pas de CEPOM, les établissements ne sont pas concernés, sauf s'ils sont rattachés à d'autres structures. Donc, au niveau des péages, c'est le fait d'avoir un CEPOM signé en 2016 avec une clause qui le prévoit, ou un CEPOM signé à partir de 2017, ce qui concerne l'essentiel des... donc pour 2016, ça concerne l'essentiel des CEPOM, hein, qui ont cette clause incluse. Voilà. Et pour les établissements publics, donc il y a des particularités que je ne développerai pas dans l'immédiat. Le calendrier EPRD donc change du calendrier précédent, donc avec un dépôt de l'activité au 31 octobre de l'année précédente, puis une production de l'EPRD entre le 30 avril et le 30 juin. Donc, toutes les structures en EPRD 2017 vont devoir déposer leur EPRD entre le 30 avril et le 30 juin, suivant la date de notification des recettes. Et quand il y a plusieurs notifications par ARS et par département, c'est la dernière notification reçue qui va déclencher le délai. La mise en place des EPRD prévoit également la possibilité pour le financeur de demander des RIA, qui sont des relevés infra-annuels, et qui sont à produire sur demande dans les 30 jours.
Et enfin, à l'issue de l'année 2017, donc en 2018, pour le 30 avril, les structures devront présenter un ERRD, donc un état réel des recettes et dépenses, qui reflètera ce qui s'est effectivement déroulé dans les structures. Alors les EPRD, il y a 4 cadres EPRD différents, donc qui sont accompagnés de 3 annexes, et puis il y a 2 cadres pour les RIA. Au niveau de l'EPRD, donc on va retrouver le cadre pour tous les établissements habilités à l'aide sociale, donc qui va être le cadre principal sur les structures privées. Un cadre simplifié pour les établissements non habilités, un cadre transitoire pour les établissements publics et un cadre spécifique pour les établissements publics rattachés à des établissements de santé. Donc, chaque structure transmet l'un ou l'autre de ce cadre-là et éventuellement les annexes. Donc, il y a certaines annexes qui vont être transmises systématiquement, une annexe qui va refléter l'activité, une annexe qui va refléter des effectifs, du personnel, et puis pour les EHPAD, les femmes et les SAMSA, une annexe financière spécifique va permettre de refléter, dans un cas, les charges et les produits par section tarifaire, ou pour les femmes et les SAMSA, le global et le montant du forfait soins. Pour les relevés en frais annuels, on va retrouver 2 cadres, un document dédié pour les établissements habilités et un document simplifié pour les structures non habilitées. Aujourd'hui, je vais parcourir les cadres EPRD habilités, non habilités et les différentes annexes. Je ne parcourrai pas les RIA parce que les RIA sont très proches en fait des cadres EPRD, c'est uniquement la saisonnalité qui change. Donc les périodes représentées ne sont pas les mêmes, puisque dans un cas, on est avec du N-2 et du N-1 et du N, et dans le cadre de RIA, on a le PRD de référence, et puis les consommations de début d'année et les anticipations. Alors, la première chose à prendre en compte, c'est que un même cadre CEPOM va concerner plusieurs finesses. C'est-à-dire que dans un même fichier Excel, on va regrouper l'ensemble des structures du CEPOM pour les établissements qui ne sont pas en CEPOM, par exemple des EHPAD qui sont soumis à EPRD dès maintenant. Si vous avez plusieurs EHPAD dans un même département, ils doivent être rendus sur le même cadre EPRD. Et donc, vous voyez qu'en bas de la feuille d'activité de la page de garde, on aura une ligne qui sera ajoutée par finesse présent dans le CEPOM. Donc la première annexe concerne l'activité, donc elle est assez proche de ce qu'on transmettait jusqu'à maintenant. Donc on va retrouver une feuille spécifique pour les EHPAD et les petites unités de vie, une feuille pour les établissements, pour les autres établissements médico-sociaux, avec une particularité pour les activités L242, en fait ça concerne les amendements Creton, et puis un cadre spécifique pour les services d'aide à domicile. Donc, au niveau donc des EHPAD, on va retrouver sensiblement les mêmes informations. Donc, ça, ce sont les annexes. Donc, on retrouve donc les nombres de personnes par GIR avec les représentations des personnes hors département. Je passe rapidement sur ce document parce qu'il est plutôt assez en lien à ce que vous connaissez déjà en principe. Au niveau donc des établissements médico-sociaux, là aussi on va retrouver un cadre qui est assez proche de ce qui est produit actuellement. Alors là on voit sur la ligne du haut qu'on a bien le finesse qui est repris, puisque si vous avez plusieurs établissements dans le même cadre, vous aurez un onglet par finesse, et donc autant de feuilles que de finesses représentées dans le cadre. Voilà. Sinon le reste ne change pas spécifiquement. Ensuite, on a un document qui est plus spécifique pour les amendements Creton.
hein, donc qui va et puis un document qui est lié au service d'aide à la personne, hein, qui va reprendre donc les activités par aide à domicile, CISF, etc. Voilà pour l'annexe activité. Je passe rapidement parce que c'est pas celle qui représente le plus de changements. Ensuite, on a une annexe financière, donc elle qui est produite uniquement par les EHPAD habilités et non habilités et par les femmes et les SAMSA. Donc dans l'annexe financière, on va retrouver les sections, la section d'exploitation, donc les comptes 60, puis après les comptes de charge, puis les comptes de produits, qui sont répartis par section tarifaire, donc hébergement, dépendance, soins, avec à chaque fois N-1 N et la totalisation. Donc là, on est assez proche de ce qui pouvait exister. Alors, les sections tarifaires, par exemple les 70-30, ne sont plus contraintes. Les pourcentages sont notés à titre d'information. Par contre, on peut appliquer d'autres répartitions que les 70-30 par exemple. Voilà. Par contre, certaines sections ne sont pas ouvertes. Certains comptes ne sont pas ouverts sur certaines sections tarifaires. Hein. Par exemple, les couches à l'aise, on ne peut pas les rentrer en soins. Ouais. Alors, quand on déroule un petit peu les comptes de charge, donc on va retrouver donc l'ensemble des comptes de charge. Là, je fais un focus parce que on a quand même une petite particularité qui est apparue au niveau des comptes de charge de personnel, donc notamment les 131, 633 et 64, pour lequel on fait ressortir la part compte des aides-soignantes, hein, et des AES pour ces trois comptes-là, ce qui n'existait pas avant. Et c'est une information qu'on n'a pas forcément directement dans la comptabilité, et donc qu'il faudra isoler par ailleurs soit dans la paye, soit dans la préparation budgétaire. Au niveau donc des femmes et des SAMSA, on va retrouver donc les achats et les produits par groupe fonctionnel avec le forfait global et le budget global et le montant du forfait soins. Voilà pour l'annexe financière. Donc cette annexe financière, c'était la deuxième annexe. On a une troisième annexe qui, elle, va concerner les effectifs de personnel, qui là aussi va être découpée avec une particularité pour les EHPAD, puis l'ensemble des ESMS, avec un cadre complémentaire, qui distinctif également pour les femmes et les SAMSA, donc les cofinancés, sur lesquels on retrouvera là aussi le global et le forfait soins. Puis on a un tableau de charges sociales et fiscales sur lequel je reviendrai, qui lui représente quand même quelques changements à prendre en compte. Voilà, donc au niveau des EHPAD, on va retrouver donc la notion de TP par section tarifaire, de masse salariale par section tarifaire. Donc là, on est en masse salariale chargée. Et puis, on va ouvrir par catégorie de personnel autant de lignes qu'il y a de postes pour refléter donc les effectifs et les charges de personnel. Donc on a une catégorie, donc les AES qui ont été implémentés, hein, qui remplacent donc les AG, hein, pour tenir compte du niveau diplôme. Alors l'autre élément, c'est qu'on a la notion, donc là on voit un petit P dans la case, en fait on a deux options, on a P comme permanent ou T comme temporaire. Donc on va distinguer on va faire ressortir les emplois permanents ou les emplois temporaires dans le cadre du budget. Au niveau des autres établissements, des autres SMS, on va retrouver sensiblement ce que l'on avait avant. Donc là aussi, on a la notion de permanent temporaire. On retrouve les nombres d'agents, les nombres de TP, les rémunérations. Donc là, c'est hors charge, hein, alors que dans les EHPAD, on est sur des éléments chargés. Les catégories de personnel, ce sont les mêmes que celles que l'on avait précédemment dans les budgets. Par contre, on va retrouver un tableau du personnel extérieur. Donc là, je suis maintenant sur les personnels extérieurs, qui va être
lui distinguer par catégorie également de fonctions. Donc le détail des comptes 62 du groupe 2 vont être faits par catégorie de personnel. Ensuite, on a un tableau qui est analogue, mais pour les cofinancés. Donc on retrouve sensiblement les mêmes informations, sauf que là, on va retrouver des colonnes dédiées au forfait soins pour isoler le montant du forfait soins par rapport au budget global. Ce qui finalement simplifie par rapport aux présentations précédentes où on avait tantôt des cadres, on finalement produisait une annexe pour l'hébergement, une annexe pour le soin, une annexe globale complète, enfin un cadre réglementaire global, un cadre réglementaire hébergement et un soin. C'est plus simple, on a une annexe qui est dédiée pour la partie pour isoler le forfait soin, et on aura un EPRD qui reprend donc l'ensemble des charges et des produits. Voilà. Et le dernier document donc de cette annexe effectif, c'est un document qui va retracer donc les comptes de charges sociales et fiscales, pour lesquels on va retrouver pour chacun des comptes l'assiette, le taux et le montant. Donc là, c'est une information qui peut être un petit peu plus difficile à produire pour un certain nombre de structures, puisqu'elle n'est pas directement dans la comptabilité. Donc elle peut être produite par le module budgétaire, mais c'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est un point de vigilance dans la préparation de vos EPRD, de comment vous pourrez accéder à cette information-là. Voilà pour les annexes. Donc ensuite, on a un cadre EPRD, donc qui est le cadre le plus complet, c'est celui qui concerne les habilités à l'aide sociale, qui va comprendre un CRPP, un compte de résultat prévisionnel, un compte de résultat, un calcul de la capacité d'autofinancement. Alors, tous les comptes de résultats vont être par finesse, aussi bien en PGFP qu'en annuel. Et la partie financement, elle, va être globalisée pour l'ensemble du CEPOM. Donc, les calculs de FDR, le FDR, ça, je vais le détailler un petit peu tout à l'heure, ça correspond au bilan financier actuel. Les tableaux de financement prévisionnel, le PGFP, et puis des ratios financiers qui vont se déduire des documents précédents. Là aussi, je vais revenir un petit peu dessus tout à l'heure. Alors, on est un document qui est complètement nouveau, ce sont les tableaux d'engagement hors bilan qui ont fait leur apparition, dans lesquels on mettrait les crédits baux et les locations longue durée notamment, et puis éventuellement d'autres engagements, et puis les tableaux des répartitions des charges communes. Voilà. Alors, au niveau du compte de résultat, c'est assez proche de ce que l'on avait précédemment. On va retrouver donc l'ensemble des charges et des produits par groupe fonctionnel. Donc on a toujours le même nombre de groupes. Par contre, on a une notion de compte de résultat pour les établissements soumis à l'équilibre ou non soumis à l'équilibre de manière annuelle, où les présentations vont être un petit peu différentes. C'est-à-dire que les comptes ouverts ne sont pas forcément exactement les mêmes. Et le bas du compte de résultat, là aussi, forcément, est un petit peu différent. Et sinon, on retrouve donc la notion de réaliser N-2, donc qui serait donc pour 2017 le CA 2015, l'anticipé ou le réel N-1, donc là qui correspond à vos comptes administratifs 2016, et puis le PRD 2017 en M. Et donc, on retrouve donc les produits jusqu'au bas des groupes fonctionnels où on va retrouver donc le total des produits, les déficits, s'il y en a, et puis les reports à nouveau des années précédentes. Voilà. Ensuite, on retrouve une synthèse de l'EPRD où en fait on va avoir un petit compte de résultats synthétique pour chacun des finesses présents dans le cadre. Donc on va avoir autant de
petites maquettes, de petits comptes de résultats qu'il y a de budget intégré dans ce fichier Excel. Et puis un EPRD synthétique qui lui va être unique pour l'ensemble des documents et qui va être l'agglomération de l'ensemble des budgets présentés dans le cadre du même EPRD. Ensuite, on va calculer la CAF. Donc la CAF, elle est calculée globalement pour l'ensemble RD. Voilà. Ensuite, on arrive à la partie financement. Donc là, la partie financement, elle aussi, est commune. Il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'un tableau des financements prévisionnels pour l'ensemble de l'EPRD. Quel que soit le nombre de finesses, on en a une seule. On va retrouver donc dans le tableau de financement, on va partir de la CAF pour aboutir à l'impact, donc au prélèvement ou à l'augmentation du fonds de roulement. Donc, avant, on avait des sections d'investissement. Là, on va directement jusqu'à l'analyse du fonds de roulement. Et on n'a plus de section d'investissement dans les cadres PRD. En tout cas, pas dans les habilités. Ensuite, on a le fonds de roulement. Le document, donc, ça s'appelle FDR. Il ressemble beaucoup au bilan financier. C'est un bilan financier dans lequel on va retrouver les biens stables, les financements stables, etc. pour le calcul du FRI, du FRE, du BFR, de la trésorerie. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à avant? Il y a une petite sur les immobilisations actuelles, le net et le brut ont été dissociés entre biens stables et financements stables, mais ça n'impacte pas le calcul du FRI. Par contre, on a les dépréciations de stock et de créances qui, auparavant, venaient impacter le BFR. Maintenant, elles sont remontées en fonds de roulement d'exploitation. Donc là, si vous calculez un fonds de roulement ou un besoin en fonds de roulement avec l'ancien cadre ou avec le nouveau cadre, vous n'aurez pas exactement les mêmes résultats si vous avez des dépréciations de stock ou de créances. Donc ça, c'est un point de vigilance quand vous allez vérifier vos éléments financiers. Voilà. Ensuite, on a un PGFP. Excusez-moi, j'ai dû passer une diapositive parce que avant j'ai un compte de... Ah oui, pardon. On a deux documents, un CRP PGFP et un PGFP. Donc le CRP PGFP, c'est le compte de résultat prévisionnel qui va être projeté sur 6 ans. C'est-à-dire que chaque année, alors ça c'est un point qui est important, vous allez avoir à produire un compte de résultat et une projection sur les 6 là en 2017. Vous allez devoir dès 2017 indiquer une projection 2018, 2019, etc. de vos comptes de résultats. Donc le compte de résultat projeté est bien fourni par Finesse. Et le plan de financement qui va ensuite être associé, lui, va être également projeté sur 6 ans, mais par contre va rester global, comme l'ensemble des documents de financement, va y rester global au CEPOM. Voilà, donc on retrouve dans le plan de financement, on part de la capacité d'autofinancement, on recalcule l'ensemble des éléments liés au FRI, au FRE pour calculer le fonds de roulement net global, c'est-à-dire qu'on va avoir les variations de postes de bilan. Donc les variations de postes de bilan, ça c'était déjà habituel dans la section d'investissement, enfin, pour la partie investissement, pardon. Là on y va pour la partie exploitation, mais on va également produire les variations de postes du bilan pour aller jusqu'au calcul, pardon, non j'ai pas la diapo, jusqu'au calcul du BFR et de la trésorerie. C'est-à-dire que l'ensemble des postes de bilan vont être proposés en variation dans le PGFP. Alors ça, c'est nouveau, notamment on a les historiques N-1, c'est-à-dire qu'on va partir des variations des postes de bilan en N-1, sachant que la comptabilité ne les fournit en général pas directement. Et donc, il faudra se poser la question de comment produire ces variations de postes de bilan pour l'année considérée.
variations en plus et variations en moins. Voilà, donc ça c'est le PGFP, donc c'est un document qui est important et qui va permettre de calculer un certain nombre d'indicateurs, de ratios, donc retrouver des ratios liés aux endettements, avec l'appurement de la dette, avec les taux d'endettement, les durées de remboursement. On va retrouver des éléments liés à la vétusté des biens, et puis des indicateurs qui vont être liés plutôt aux créances, aux dettes fournisseurs, aux dettes clients, donc au taux de rotation de ces différents postes. Donc ce sont des indicateurs qui vont être produits systématiquement et qui vont sûrement servir de grille de lecture pour les financeurs. Enfin, dans le cadre, enfin c'est l'avant-dernier document du cadre pour les établissements habilités à l'aide sociale, on va retrouver un état des engagements hors bilan, dans lequel on va forcément retrouver des locations longue durée et les crédits baux. Après, il peut y avoir d'autres engagements hors bilan. Est-ce qu'il doit figurer dans ce tableau aujourd'hui? Moi, j'ai pas de réponse. Notamment si la structure est caution, hein, pour d'autres établissements, etc. Voilà. Et donc là, ce document-là aussi sera produire chaque année. Et le dernier document est beaucoup plus classique. Hein, excusez-moi, j'ai l'impression qu'il y a une petite coupure réseau. J'en suis désolé. Donc là, c'est revenu. Donc on a le tableau de répartition des charges communes, donc qui est très proche de ce que vous produisez jusqu'à maintenant au niveau des budgets, où on va retrouver pour chacun des comptes les répartitions par unité. Voilà pour le cadre PRD pour les établissements habilités à l'aide sociale, hein, donc qui est, on voit, assez complet. Ensuite, on a un cadre simplifié pour les établissements non habilités à l'aide sociale, donc qui va comprendre un compte de résultats prévisionnel et puis la synthèse des comptes de résultats, donc le PRD synthétique et synthèse. On avait déjà ce type de document dans le PRD pour les habilités, et le tableau des répartitions des charges communes. Voilà, donc ce qu'on va retrouver dans l'annexe financière, on va retrouver pour les non-habilités uniquement les charges et les produits qui concernent le soin et la dépendance. Donc on retrouve pas dans ce document-là, donc par groupe fonctionnel, hein, on ne retrouve pas dans ce document-là la partie hébergement. Voilà. Pour les établissements publics de santé, alors je ne vais pas le détailler, on va retrouver là aussi un cadre qui est plus simple, dans lequel on va retrouver un compte de résultats principal, un récapitulatif des différents éléments, le tableau des charges communes, et puis un récapitulatif par lettre budgétaire, donc les budgets principaux en lettre H, les budgets E, etc. Et pour l'établissement public, là aussi, on a un cadre spécifique qui va reprendre donc l'exploitation, la section d'investissement qui perdure pour l'instant, le calcul d'autofinancement, et puis donc le tableau de répartition des charges communes. Voilà pour une vue d'ensemble des cadres PRD. Donc ce qu'on retient nous comme principaux impacts, c'est tout d'abord le changement de calendrier. Le changement de calendrier s'applique donc aux établissements qui rentrent en EPRD. Dans une même structure, on peut éventuellement avoir des établissements en EPRD ou hors EPRD, ce qui veut dire qu'il faudra peut-être conserver dans le processus de construction budgétaire une phase où on va pouvoir aligner l'ensemble des budgets pour avoir une vue et un pilotage d'ensemble de l'association ou la fondation ou autre. L'autre point important, c'est la notion de cadre multi-finesse. Si vous avez un CEPOM ou un EPRD qui concerne plusieurs établissements, si jusque-là, les cadres étaient produits par chacune des entités, ça veut dire que chez vous, il va falloir qu'il y ait une seule personne qui produise un cadre pour l'ensemble de ces entités. Et donc, en termes d'organisation et en termes de responsabilité,
ça va forcément impacter vos procédures de travail avec un changement et peut-être des explications à avoir avec les personnes impactées. Un autre point qui va impacter, c'est la présentation donc globalisée qui va donc on a aujourd'hui une négociation qui se fait au niveau donc de l'EPRD et du CEPOM. Donc pour un certain nombre de structures, c'était déjà le cas, mais ça ne l'est pas toujours. Donc souvent, on va trouver une première étape de construction par finesse, d'une construction budgétaire par finesse, au plus près des besoins et des projets. Puis une approche globale au niveau du CEPIN de processus. Et enfin, quand on a la vue globale, il peut y avoir des arbitrages ou des choix qui sont faits, qu'il va falloir redescendre au niveau de l'ensemble des structures, pour permettre notamment le pilotage du budget en cours d'année. Et c'est ma dernière diapositive avant les questions. Le PRD entraîne aussi un changement de logique budgétaire, puisque jusque-là, on était dans une logique de charges à couvrir, donc on présentait des charges pour déterminer un prix pour couvrir ces charges nécessaires au fonctionnement. Là, la logique est inversée, puisque le financeur va définir des recettes, et le PRD va consister à dire comment on utilise ces recettes pour le fonctionnement de l'établissement. Voilà. Et le dernier impact, qui est un impact en termes de charge de travail et puis de logique de construction, puisque chaque année, dans le cadre de l'EPRD, il faudra produire un budget sur 6 ans, donc dans le cadre du PGFP, pour l'ensemble des structures. Donc ça, en termes de charge de travail, en termes d'outils et de règles à établir pour construire ces financements, là aussi, il va falloir adapter vos organisations pour pouvoir y répondre. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser par écrit. Sinon, il y a un petit en bas à droite un petit icône qui peut vous permettre éventuellement de prendre la parole en direct. Donc, soit dans le chat, vous posez la question et je vous réponds, soit vous pouvez les poser avec le petit bonhomme.